La vulgarisation scientifique est censée aider à rendre les gens plus intelligents. Et j'ai constaté, comme le journalisme lui-même, que si elle pouvait rendre, on pourra en discuter, si elle pouvait rendre les gens qui sont peu cultivés plus sages, elle avait tendance à rendre les savants idiots. Donc c'est un effet paradoxal. Et on va se demander d'où viennent les critiques et que valent les critiques et les conceptions que l'on rencontre souvent à propos de la vulgarisation scientifique. Pourquoi est-ce que ce processus, je ne sais pas si c'est lisible de là où vous êtes, pourquoi est-ce que ce processus viendrait en valeur propre, loin derrière les autres moyens d'expression? Pourquoi est-ce que c'est l'ensemble des médias qui font réellement passer les résultats scientifiques dans la culture, mais naturellement pas sous une forme acceptable par les scientifiques? Ça, c'est un rapport de l'Académie française des sciences. Pourquoi, enfin, est-ce que Dorothy Nelkin a découvert que dans son rapport, une tendance universelle à condamner les médias qui n'a jamais été trouvée dans les rapports entre d'autres secteurs de la vie sociale et les médias? Par exemple, le First Amendment Center, dans son fameux rapport sur les scientifiques et les journalistes, le First Amendment Center faisait régulièrement des rapports sur le thème l'armée, les médias, l'économie et les médias, la classe politique et les médias. Ils ont fait les scientifiques et les médias, ils ont dit jamais dans aucun des milieux sur lesquels nous avons enquêté, nous n'avons découvert une telle réticence vis-à-vis des médias qu'au sein des sciences. Oui, d'abord, Hans-Peter vous a parlé d'un certain nombre de travaux, il y en a plusieurs, dont les siens, qui montrent que quand des scientifiques ont effectivement eu affaire aux journalistes, ça se passe infiniment mieux que ce qu'on entend dans les discours généraux des scientifiques à propos des médias, ou, parce que c'est relativement croisé, dans les discours des journalistes à propos des scientifiques. Et je pense notamment des journalistes généralistes, ils ne sont capables que de jargonner, ils nous prennent de haut, etc., etc., etc. Alors, si d'une part, on a des représentations croisées aussi défavorables, aussi systématiquement défavorables au point de surprendre tous les observateurs, si d'autre part, quand on étudie des interactions réelles, on s'aperçoit que, bon, ça ne se passe pas si mal que ça, qu'est-ce qui peut justifier cette polémique, ou en tout cas ce sentiment de répulsion ou de méfiance croisée? On pourrait d'abord le demander aux intéressés eux-mêmes, aux scientifiques ou aux journalistes. J'ai eu la curiosité d'étudier des tas de discours de scientifiques ou de journalistes, toujours de cette façon un petit peu croisée, sur le thème « Quels sont les problèmes du journalisme scientifique ?» Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ce qu'il devrait être? À supposer qu'il ne soit pas ce qu'il devrait être. On en reparlera après de ça. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que leur discours était très simple. Vous pouvez vous dispenser de lire tous ces textes, qu'ils soient de journalistes ou qu'ils soient de chimistes ou de physiciens. Je vais vous les résumer. Ils disent d'abord, il y a des problèmes. Deuxièmement, ils disent implicitement, c'est très simple. Je sais quels sont ces problèmes. Et le problème, c'est soit des gens de l'autre camp qui ne comprennent pas, soit des gens de l'autre camp qui ont des motifs douteux. Ça donnerait, par exemple, les journalistes sont souvent ignorants de, ou les scientifiques ne comprennent pas les nécessités de la communication, ou les scientifiques ont souvent des conflits d'intérêts, ou les journalistes veulent vendre du papier. Vous voyez? En fait, c'est tout à fait symétrique. Ces phrases-là pourraient être aussi bien dites par des journalistes généralistes à propos des scientifiques que par des scientifiques à propos des journalistes. C'est déjà assez curieux, cette symétrie, il me semble. Mais en cherchant bien, on trouve des variantes. Donc, disais-je, des variantes qui peuvent être soit des gens de l'autre bord qui sont moins scrupuleux, moins compétents, soit des gens de notre bord qui ne comprennent pas. Ça peut être un scientifique qui va dire « Oui, certains scientifiques comprennent mal les nécessités de la communication », ou des journalistes qui vont dire « Oui, certains journalistes comprennent mal les sciences », etc., etc. Vous remarquez quand même que la variante-là, elle n'oblige pas d'utiliser plus d'arguments, mais seulement de les combiner différemment. On peut réduire ça, en fait, grosso modo. La quasi-totalité des discours croisés des scientifiques et des journalistes sur la question du journalisme scientifique
on peut le réduire à une matrice assez simple. Avec ça, vous générez la plus grande partie des textes qui ont jamais été écrits sur les problèmes du journalisme scientifique. Ça peut être dit soit par un journaliste, soit par un scientifique. Et ça ne suppose que 2 arguments d'origine et 2 raisons. En voilà un exemple parmi 100. Le journaliste surévalue un résultat scientifique. Donc là, c'est des scientifiques qui écrivent, donc c'est leur côté. Du côté des journalistes, ils surévaluent les résultats scientifiques, donc ils les comprennent mal. Et ça, c'est en partie à cause de la pression des rédactions pour vendre du papier, donc des motifs douteux. Mais dans notre camp, parfois on peut avoir des motifs douteux aussi. Vous voyez que ce discours peut se résumer comme ça. Ce qui pose une question, si c'est si simple que ça, si ça se résume à 2 facteurs et 2 origines, comment se fait-il qu'il n'enregistre pas de progression dans ce domaine, en tout cas en termes de polémique et de discussion, au cours des 20 ou 30 dernières années? L'hypothèse étant évidemment que ça n'est pas si simple que ça. Et que pour pratiquer la vulgarisation, mais aussi pour critiquer la vulgarisation en général, et le journalisme scientifique en particulier, il faut se poser des questions qui vont plus loin que des manifestations de surface ou des situations anecdotiques. Même si elles sont répétées, elles n'en restent pas moins anecdotiques. Alors allons un peu plus loin. Si vous le voulez bien, je commencerai par vous situer très rapidement le contexte général. Je vais le dire en quelques mots. Certains ou certaines m'ont entendu le développer en 2 heures. Je vais essayer de vous le faire en 5 minutes. Disons que la situation, l'environnement dans lequel un message, quel qu'il soit, doit essayer de survivre, de surnager, c'est un environnement de profusion d'informations. Cette profusion, qu'on a appelée plus ou moins improprement la société de l'information, qui n'a rien à voir avec Internet, puisqu'elle commence au XIXe siècle, se caractérise par une surabondance des messages que l'on a constaté dans tous les domaines, et avec une multiplicité d'indicateurs extrêmement variés, qu'il s'agisse d'indicateurs relatifs à l'emploi dans le secteur de la communication, qu'il s'agisse d'indicateurs relatifs à la production de connaissances scientifiques. Ce qui permet de dire que, d'un côté, nous ne sommes plus savants que nous ne l'avons jamais été, c'est-à-dire chacun d'entre nous, chacun d'entre vous en sait plus sur le monde dans lequel il est, et de façon plus variée que n'importe lequel de ses devanciers, et en même temps, nous n'avons jamais été aussi ignorants si on rapporte ce qu'on sait par rapport à la masse des choses qu'on pourrait savoir. Quoi qu'il en soit, et c'est ce qui explique du reste que les sciences elles-mêmes se fragmentent, ne cessent de s'écarter, de se spécialiser, comme une banquise qui se fracture, en domaines de spécialisation de plus en plus étroits, au fur et à mesure que la quantité de connaissances produites enfle. On constate la même chose, comme on va le voir, dans la communication publique. L'édition de titres nouveaux, de livres nouveaux et différents, chaque année, n'a cessé de croître. La consommation de papier a été multipliée par près de 20 depuis le début du siècle dernier, etc., etc. Quels que soient les indicateurs que l'on utilise, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient épistémologiques, on constate ce double phénomène d'explosion de l'offre d'information, ce qui fait que l'information est pléthorique. Étant pléthorique, elle perd de sa valeur. Et ce phénomène a été décrit d'une façon très intéressante par un économiste, prix Nobel d'économie du reste, qui s'est posé une question d'économiste. Pour les économistes, il n'y a pas de bière gratuite. Quand quelque chose devient largement disponible à aucun coût, ça coûte forcément quelque chose quelque part. C'est peut-être une vision un peu cynique des choses, mais le fait est qu'on raconte souvent ça.